Monsieur Xavier Roger, Monsieur les inspecteurs coordonnateurs, Monsieur les coordonnateurs du projet de la MP8, Monsieur le chef du service pédagogique des différentes délégations de la REF Tanger-Tétouan, Monsieur les experts nationaux, Monsieur les chefs des centres de formation des instituteurs et des CPR, Monsieur les enseignants, bonjour. C'est avec un grand honneur que nous recevons Monsieur l'expert international et conseiller scientifique de la pédagogie d'intégration, Monsieur Xavier Roger. Et c'est une chance de recevoir ce éminent pédagogue au moment où nous entamons les différentes opérations concernant l'instauration de la pédagogie d'intégration. Donc, au nom de Monsieur le Directeur et à votre nom, nous remercions Monsieur Xavier sur l'effort qu'il a fourni pour être là. Et on espère que nous allons profiter au maximum de sa présence. La présence de M. Roger coïncide avec des opérations intéressantes que nous avons déjà commencées et que nous allons entamer prochainement, à savoir d'abord le suivi de troisième étape de semaine d'intégration qui a commencé avant-hier, le lancement de la formation continue des enseignants des collèges que nous allons entamer le mardi prochain et dont l'ingénierie est déjà sur place et j'espère que ça va débuter, ça va réaliser les objectifs fixés pour cette formation. Donc il y a aussi à signaler que tous les préparatifs concernant le suivi de la troisième étape étaient déjà réalisés et surtout les cahiers des élèves et les guides, ils sont tous sur place et donc nous allons essayer de profiter de toutes ces mesures. Donc, pour être bref, pour laisser le temps nécessaire à M. Xavier, donc je remercie tous ceux qui ont attribué à l'organisation de cette conférence et j'espère que nous allons profiter au maximum. Je remercie aussi tous les présents pour animer la discussion qui va suivre cette conférence. Donc, je laisse la parole à M. Xavier. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation qui m'a été faite. Comme je le disais, ça fait déjà plusieurs mois que Monsieur le directeur de la REF m'a invité. Je pense même que ça fait une année que l'invitation est lancée. Ce sont des problèmes d'agenda qui m'ont empêché jusqu'à présent de circuler comme je le voudrais dans les régions. Vous savez que ce programme, ce projet plutôt d'expérimentation de la pédagogie d'intégration est vraiment très très prenant à tous les niveaux. Et j'étais tellement sollicité au niveau central pendant 2 ans que j'ai pu à peine me déplacer dans les régions et c'est maintenant que je commence à dégager quelques journées pour pouvoir participer à ces rencontres,
que je considère vraiment comme des rencontres très très importantes. Et je vais dire que ce ne sont pas des rencontres pour moi qui vont à sens unique, mais ce sont des rencontres qui vont dans les deux sens, parce que je me nourris aussi de vos interventions, de vos questions, de vos réactions. Je crois que c'est ensemble que ce projet peut réussir, c'est à travers une réflexion commune que ce projet peut réussir. Et je dois dire, je n'ai pas peur de répéter chaque fois, vous savez que je travaille dans beaucoup de pays, dans le monde entier, sur les 5 continents, et je n'ai pas peur chaque fois de redire que jusqu'à présent, c'est au Maroc que j'ai trouvé les meilleures conditions sur le plan institutionnel pour pouvoir implanter une réforme. Et je pense que ces conditions sont liées à un grand nombre de facteurs, dont je citerai 3 facteurs. Tout d'abord, la volonté politique, qui est une volonté politique que j'ai trouvée inébranlable depuis 3 ans, de la part de vos ministres. La gestion du projet, bien sûr, par M. El Azhari et alors toute l'équipe des experts nationaux, etc. Mais alors il y a un 3e facteur sur lequel je voudrais insister aussi, c'est l'investissement des différentes catégories d'acteurs, et en particulier l'investissement des inspecteurs, l'investissement des formateurs CFI, des formateurs CPR, des directeurs, des enseignants. Et donc tout ça m'amène à citer vraiment à l'étranger, à citer beaucoup en exemple la démarche qui est en train de se dérouler au Maroc, malgré un certain nombre de difficultés qui sont rencontrées, je crois qu'il ne faut pas le nier. Mais quand on veut déplacer un système éducatif aussi important que le système éducatif marocain, je pense qu'il est inévitable qu'on se heurte à un certain nombre de difficultés. Mais je pense que vos responsables ont le souci, ça c'est quelque chose qui me frappe aussi, chaque fois qu'on rencontre une difficulté, la question qui m'est posée, c'est, on me dit, Monsieur Rougirs, donnez-nous vos recommandations, dites-nous ce qu'il faut faire et nous le ferons. Nous allons lever l'obstacle. Dès qu'il y a un obstacle, on ne laisse pas pourrir les choses. Par exemple, si une formation n'a rencontré que 50% de participation, on ne se dit pas, tant pis pour ceux qui n'ont pas participé. Non, on se dit, comment va-t-on faire pour les 50% qui n'avaient pas pu participer à la première formation, comment va-t-on pouvoir rattraper la formation, etc. Et donc, on ne laisse pas de problème en suspens. Chaque fois qu'il y a un problème, on essaye de le résoudre. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut voir un projet de cette envergure. C'est comme une résolution permanente de problèmes qui se posent. Et vous savez bien que tout comme dans les classes on dit l'erreur est nécessaire à l'apprentissage, s'il n'y avait pas de problème, je m'inquiéterais aussi. Parce que s'il n'y avait pas de problème, ça voudrait dire que, non pas qu'il n'y en a pas, mais ça voudrait dire que les problèmes ne remontent pas. Et donc les problèmes sont cachés, et donc à tout moment, ça risque de poser un gros problème. Alors, si j'ai choisi aujourd'hui de vous parler d'évaluation, c'est bien sûr parce que, comme il a été dit tout à l'heure, la question de l'évaluation, ces mois-ci, va se poser de manière importante, puisque vous savez que, d'après la note 204, à partir du palier 3, les situations d'intégration qui sont résolues par les élèves sont susceptibles d'intervenir dans les décisions de type certificatif. Je ne suis pas là pour vous parler de la note 204, je ne suis pas un représentant du ministère, je suis le conseiller scientifique et donc je vais aborder la question de l'évaluation d'un point de vue scientifique. Et j'espère aussi
aborder avec vous certains fondements de l'évaluation et apporter aussi des réflexions et des préoccupations de type épistémologique. Néanmoins, ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas un grand théoricien. J'aime bien allier à tout moment la théorie et la pratique. Et donc, vous ne devez pas non plus vous attendre à un exposé très théorique dans lequel je me contente d'évoquer les grandes idées. Non, j'essaierai de rattacher ça aux pratiques de terrain, aux pratiques de classe, aux pratiques d'enseignement-apprentissage, aux pratiques d'évaluation. Et donc, lors du débat qui va suivre, j'aurai également l'occasion d'approfondir un certain nombre de ces points. Les différentes questions qui vont être traitées lors de l'exposé sont les suivantes. Je voudrais vous rappeler rapidement qu'est-ce qu'évaluer en termes de compétences. Vous rappeler le lien entre l'évaluation formative et l'évaluation certificative et la manière dont la pédagogie de l'intégration envisage ce lien, la notion de critères, l'un et l'autre aspect qui amène à bien comprendre les critères, la question quand une compétence est-elle considérée comme maîtrisée. Je considère que ça c'est vraiment une question sur laquelle qui mérite qu'on s'y attarde un long moment. Je vais évoquer quelques aspects de l'élaboration des situations d'évaluation. Vous savez que aujourd'hui même, une bonne partie d'entre vous vont participer avec les collègues du Centre national des examens et les experts du CNIC vont participer à une formation sur la production de situations d'évaluation. Donc je vais aborder l'un ou l'autre aspect et les autres aspects seront développés lors de la formation. Et alors évoquer quelques points de repère relatifs à la remédiation. Je vais essayer, vous allez voir que cet exposé, j'ai essayé de ne pas enfoncer les portes ouvertes. Bien sûr, il y a des choses dans cet exposé que vous connaissez. Vous m'en excuserez si ce sont des choses qui vous sont redites depuis 2 ou 3 fois, mais j'ai néanmoins essayé d'adopter un point de vue un peu particulier pour compléter, si vous voulez, les regards que vous aurez eus jusqu'à présent. Tout d'abord, qu'est-ce qu'évaluer en termes de compétences? Je considère que évaluer en termes de compétences, c'est tout d'abord accepter de remettre en question les bases sur lesquelles l'enseignant apprécie généralement une production de l'élève. Vous savez que quand on parle d'approche par compétence, on évoque un changement de paradigme. Eh bien, il y a vraiment un changement de paradigme. Les bases sur lesquelles on évalue une production de l'élève, on apprécie une production de l'élève, sont des bases très différentes de celles qui sont utilisées généralement. En effet, que valorise-t-on généralement? Eh bien, en langue, on valorise le respect de la consigne à la lettre. Si un élève ne respecte pas la consigne, on considère d'office qu'il est hors sujet, et donc c'est à peine si on regarde ce que l'élève a produit. On en reste à cette notion de hors sujet. Tout à l'heure, dans le débat, je pourrais revenir, si vous le voulez, à cette notion de hors sujet, mais la pédagogie de l'intégration porte un autre regard sur le hors sujet. Pour moi, il existe différentes catégories de hors sujet qui méritent d'être Tout le monde est d'accord pour dire que l'idéal serait un élève qui respecte strictement une consigne, qui maîtrise la langue à la perfection, qui donne une bonne réponse finale ou qui effectue correctement un calcul. Là, on est tous d'accord. Mais vous savez tous comme moi
que nous vivons dans un monde imparfait. Hein, la perfection n'est pas de ce monde. Et donc, nous devons gérer cette imperfection. Et donc, il s'agit d'être réaliste. Peu d'élèves arrivent à ces attentes qui sont des attentes. J'avais un ami péruvien qui était responsable de l'UNICEF à Madagascar et qui, en consultant des manuels scolaires francophones, me faisait cette réflexion. Il me disait, ces manuels sont d'une exigence paranoïaque. C'est d'une exigence crasse. On a tendance à travailler avec le mythe de l'élève parfait et donc à concevoir tous les supports, tous les outils en fonction de cette petite frange d'élèves, ces 2 ou 3% d'élèves qui sont des élèves brillants, mais on n'a pas cette notion de construire des outils pour la grande majorité des élèves. Et donc il faut se poser la question, comment apprécier les prestations de cette énorme tranche d'élèves qui n'arrivent pas à cette perfection? La pédagogie de l'intégration apporte plusieurs réponses à cette question. Je dirais que la première réponse, et c'est peut-être la plus importante de toutes, c'est que la pédagogie d'intégration valorise les élèves qui effectuent une production équilibrée à défaut d'être parfaite. C'est la notion d'équilibre dans un profil d'élève. Vous savez que des études ont montré que les élèves à haut potentiel, les élèves HP, ces élèves sont encadrés dans le primaire, et donc on arrive dans le primaire à gérer les différentes composantes, qui sont les composantes à la fois intellectuelles et les composantes émotionnelles, etc. Mais très souvent, ces élèves qui sont considérés comme HP, une fois qu'ils arrivent dans le secondaire, rencontrent de grosses difficultés parce que leur spécificité n'est pas prise en compte au niveau du collège, au niveau du secondaire. Et donc, ça illustre un petit peu ce équilibre, c'est-à-dire que la pédagogie d'intégration va essayer de ne pas valoriser des élèves qui ont développé un aspect de manière très importante, l'aspect intellectuel, ou l'aspect psychomoteur, ou l'aspect affectif. Mais la pédagogie d'intégration va essayer de valoriser l'ensemble des composantes est équilibré. J'y reviendrai. Donc ce n'est pas la perfection que l'on cherche, on cherche l'équilibre. La pédagogie d'intégration valorise également la manière dont un élève appréhende une situation complexe. C'est le critère de pertinence. Il y a quelques années en Belgique, j'étais dans une classe de 6e année primaire et une enseignante me déclare « Ah, monsieur Rogirs, vous allez voir, dans ma classe, mes élèves ils savent résoudre des problèmes mathématiques sans aucun problème. Mes élèves, ils peuvent résoudre une situation mathématique sans aucun problème. Il y a juste une petite chose, c'est que je dois leur donner l'opération à résoudre. Et si je leur donne l'opération à résoudre, ils savent résoudre le problème sans... » Et donc là, on est vraiment dans un... Évidemment, ce n'est pas acceptable de considérer que le choix de l'opération à poser ne fasse pas partie de la résolution du problème. Elle valorise les élèves qui utilisent correctement les outils de la discipline, même si cette maîtrise n'est pas parfaite, c'est le critère 2. Et alors, elle valorise le bon sens, le lien avec la réalité, c'est le critère de cohérence. Donc, vous voyez, cette notion
d'équilibre, elle se retrouve dans le jeu entre les différents critères. En termes de dispositif, elle valorise les mécanismes de vérification par l'élève lui-même. Par exemple, la grille de vérification. Dans certains cas, elle valorise l'originalité de la production. Vous savez que, en particulier, quand on parle de résolution de situations problèmes, en fait, ce n'est pas uniquement résolution de situations problèmes, c'est aussi production de tâches complexes, notamment en langue. Vous savez que la pédagogie d'intégration va encourager les élèves, dès le début de la scolarité, à effectuer des productions complexes, des productions langagières, des productions écrites. Dans certains pays, quand j'ai voulu introduire ça, on a levé les bras au ciel en disant « mais vous n'y pensez pas, vous voulez faire produire à des élèves de première primaire des phrases en arabe ou en français, vous n'y pensez pas, ils ne sont jamais capables de produire des phrases en première année primaire. » Je leur dis « mais allez-y, essayez, soyez un petit peu audacieux. » Et donc ils ont essayé et ils se sont rendus compte que quand on s'y prend correctement, un élève de première année primaire, au mois de décembre, peut déjà commencer à produire des petites phrases de 2 ou 3 mots. Il suffit d'avoir la préoccupation et il suffit d'avoir un petit dispositif méthodologique qui permet d'y arriver, et notamment le travail sur les situations d'intégration. Alors que dans un certain nombre de pays de plus en plus croissants, et c'est un constat qui ne cesse de se confirmer, vous avez des élèves qui arrivent en 6e année primaire sans pouvoir écrire correctement une phrase. Et on sait bien que si on s'y prend d'une certaine manière, si on est orienté vers la production de l'élève, on peut déjà faire produire des élèves de première année après quelques mois d'apprentissage. Et je ne vous parle pas nécessairement de pays industrialisés. Je vous parle aussi de certains pays en développement. En matière maintenant d'évaluation formative et d'évaluation certificative, la pédagogie de l'intégration tente de clarifier les rôles respectifs joués par l'évaluation formative d'une part et l'évaluation certificative d'autre part. Et il faut dire que la pédagogie de l'intégration pourtant la salle est grande, mais elle commence quand même à se saturer progressivement. Et donc, ce que je disais, c'est que la pédagogie de l'intégration remet en cause partiellement, et je voudrais mesurer les mots que donc remet en cause partiellement certains aspects du contrôle continu. C'est-à-dire que la pédagogie de l'intégration affirme qu'il y a des moments pour l'évaluation formative qui ne doivent pas être mélangés avec la certification, et qu'il y a des moments pour la certification. Et donc, la pédagogie d'intégration parle davantage de fonctions formatives et de fonctions certificatives, plutôt que de dispositifs formatifs ou certificatifs, ou plutôt que de moments formatifs ou certificatifs. Et donc, quand vous voyez une situation d'intégration au palier 1 ou au palier 2, elle a uniquement une fonction formative. Vous allez voir dans la note 204 qu'il n'est à aucun moment question d'utiliser une note que l'élève aurait pu obtenir
dans une situation d'intégration au palier 1 ou au palier 2. Le palier 3 et le palier 4, vous savez que ces situations jouent une fonction formative, mais qui, dans certains cas précis et contractualisés avec l'élève, peut jouer une fonction certificative et toujours au bénéfice de l'élève. Quand vous avez les différents profils, vous avez le profil de réussite A1, vous avez le profil de réussite A2. Eh bien, le profil de réussite A2 prévoit que l'on prend en compte les notes de l'élève au palier 3 et au palier 4 uniquement s'il n'a pas montré sa maîtrise des compétences lors des épreuves de fin d'année. Et donc, c'est la preuve que les situations du palier 3 et du palier 4 jouent d'abord une fonction formative et elles sont utilisées au bénéfice de l'élève en termes de certification. Donc c'est vraiment un changement partiel dans la manière d'envisager le contrôle continu. On est toujours dans le contrôle continu, mais on est dans une autre forme de contrôle continu. Et donc, la pédagogie d'intégration refuse que tout fasse l'objet d'une certification à tout moment. Cette position affirme le rôle pédagogique de l'école plutôt qu'un rôle de contrôle qu'elle tend à jouer de plus en plus. C'est un constat un petit peu effarant que je suis amené à faire en circulant sur les différents continents, en côtoyant les systèmes éducatifs. Je suis effaré parfois de voir que l'école de plus en plus joue un rôle de contrôle et de moins en moins un rôle pédagogique d'aide aux apprentissages. Le message, dans une logique de mondialisation, et que je qualifierais plutôt une logique de marchandisation, le message est beaucoup plus « apprends par toi-même, on va contrôler tes acquis », plutôt qu'une logique de dire « je me mets à côté de toi et je t'apprends comment les choses fonctionnent et je t'apprends les notions, je t'apprends les techniques, etc. » Et donc la fonction d'apprentissage, pour moi, est en régression aujourd'hui à l'école. Et donc c'est un facteur d'équité. Et vous savez que si vos responsables ont opté il y a 3 ans pour la pédagogie d'intégration, c'est notamment parce qu'ils ont voulu absolument que le système éducatif public devienne plus efficace, mais aussi plus équitable. Et vous savez que c'est un choix courageux. C'est un choix que ne font pas tous les pays. Dans certains pays, le discours est « mais oui, on travaille pour tous les élèves dans une optique d'équité, etc. » Mais quand vous voyez les mesures concrètes qui sont prises au niveau du ministère, eh bien, ça va dans le sens d'une libéralisation complète de l'éducation. Et pas seulement du système privé, mais du système public aussi. Il y a libéralisation progressive du système d'éducation publique dans de nombreux pays. Maintenant, on se rend compte des limites de ce type de libéralisation. Vous savez tout comme moi que cette course effrénée à la marchandisation, cette course effrénée à l'excellence est en train de montrer des limites, est en train de montrer des failles. On le voit dans les différents indicateurs, aussi bien les indicateurs économiques que les indicateurs sociologiques, etc. On voit que l'homme est en train d'aller trop loin dans cette course au profit, dans ce néolibéralisme. Je n'hésite pas à le dire aujourd'hui. Et je ne suis pas le seul scientifique à ne pas hésiter à me prononcer et à dénoncer les dérives d'un système qui est un système qui devient de plus en plus injuste, qui est un système qui est en train de piller les ressources de la planète. Et je pense que notre devoir, comme pédagogue, de plus en plus d'emplois qualifiés,
C'est impossible. C'est impossible. Et donc, évidemment, ce sera toujours vrai pour quelques-uns qui vont réussir, qui vont émerger. Mais c'est impossible de donner des emplois de plus en plus qualifiés à un nombre de plus en plus élevé de gens. Il suffit de réfléchir un petit peu. C'est comme quand on dit, si tout le monde voulait sur la planète avoir le même niveau de vie qu'un Américain, il nous faudrait 6 ou 7 planètes. Mais combien de planètes avons-nous? Pour moi, jusqu'à présent, nous n'avons qu'une planète. Et donc, on doit devenir plus raisonnable. Et ceux qui disent l'économie peut continuer à croître indéfiniment, mais ils savent bien que c'est un mensonge. Tout le monde sait bien que c'est un mensonge. Et donc les pays qui arrivent dès maintenant à prendre le contre-pied et à se préparer pour ce choc, malheureusement, je pense, qui va continuer à se produire, mais je crois que ce sera tout bénéfice des pays qui acceptent dès aujourd'hui d'être plus raisonnables, aussi bien au niveau économique qu'au niveau sociologique, qu'au niveau pédagogique. Je pense que c'est raisonnable. Et donc je voudrais une fois encore saluer vos responsables d'avoir affirmé ce choix d'une école publique dans laquelle on veut augmenter les chances de chaque élève. Alors, la pédagogie de l'intégration, excusez-moi pour cette petite parenthèse, mais je ne peux pas m'empêcher de faire cette parenthèse. La pédagogie de l'intégration renforce aussi la fonction d'orientation que peut jouer une évaluation. Et donc là, ça va tout à fait dans le même sens que ce que développe actuellement le Centre national des examens en matière d'orientation. Pour la notion de critères maintenant, vous savez que les critères sont des qualités attendues d'une production. Cela dit, entre parenthèses, très souvent la notion de critères n'est pas bien comprise. Je ne parle pas du Maroc, mais je suis frappé quand je lis différents documents émanant de différentes sources, comme on a tendance à confondre critères et contenu. Et donc un critère, c'est une qualité attendue d'une production. Un point sur lequel je voudrais m'arrêter un moment avec vous, c'est la notion d'indépendance des critères les uns des autres. Et c'est une des raisons pour laquelle je ne crois pas en un nombre plus grand que 3 critères. Je ne crois pas qu'un système puisse fonctionner avec plus de 3 critères. Parce que pour moi, il devient quasi impossible, avec 4 critères, il devient quasi impossible de rendre les critères indépendants les uns des autres. Et si les critères sont dépendants les uns des autres, eh bien, ce serait avouer l'échec du critère, puisque le critère, c'est un regard particulier sur quelque chose. Mais si on porte un double regard sur la même chose, mais ça pose un problème, puisque ce double regard va être aussi associé à une double notation ou à une double sanction. Et donc, ça pose un problème, ce double regard. Et donc, ce qui arrive souvent, et je m'adresse ici à ceux qui travaillent au niveau du primaire, mais surtout à ceux qui travaillent au niveau du collège, c'est que parfois, je sais bien que dans certaines situations, on est amené à hésiter sur le sens d'un critère. On en a discuté beaucoup. Parfois, on se dit, mais est-ce que ça relève de la pertinence ou est-ce que ça relève de la cohérence? Est-ce que ça relève de la cohérence ou est-ce que ça relève de l'utilisation correcte des outils de la discipline? Et parfois, on a des hésitations. Eh bien, quand on a des hésitations, que faire? Eh bien, pour moi, tout d'abord, ce qu'il faut faire, c'est expliciter le critère en quelques phrases. Et si vous estimez que ce n'est pas suffisamment explicité dans les guides d'intégration, n'hésitez pas à vous réunir à quelques-uns, quelques inspecteurs de mathématiques, quelques inspecteurs d'arabe, quelques inspecteurs de SVT, et vous reprécisez les choses, vous complétez les choses, vous réexplicitez les critères. Ces guides d'intégration, ce n'est pas l'évangile, ce n'est pas le Coran. Ces guides d'intégration,
c'est une première tentative de formulation, de proposition, mais on est dans un processus de construction collective. La vérité n'existe pas. On essaye progressivement de construire ensemble. Les concepteurs qui ont conçu les guides d'intégration se sont énormément investis, mais ils ne détiennent pas nécessairement la vérité. Et il y a des choses régulièrement qu'on est en train de remettre en question. C'est tout à fait normal. Cela dit, on ne peut pas non plus accepter que tout soit tout le temps remis en question. Et donc pour moi, il y a ce que j'appelle un cycle de remise en question. À un moment donné, on se dit, on va travailler avec tel guide d'intégration, on va collecter l'ensemble des remarques, et une fois, et on va provisoirement arrêter le document dans l'état où il est, mais au bout d'1 an, au bout de 2 ans, là, on va un peu ouvrir les vannes, et on va voir, tiens, il y a un groupe d'inspecteurs qui a produit à Tétouan ou à Tanger quelques situations intéressantes. On va, et ça nous interpelle. Tiens, ils ont telle optique dans l'interprétation du critère de cohérence. Tiens, c'est intéressant, on va voir ce qu'on peut en faire. Vous voyez, les choses sont ouvertes, les choses ne sont pas du tout fermées. La meilleure preuve, c'est qu'à partir de maintenant, le ministère encourage la production régionale, voire même la production locale. Et cette production régionale et locale est absolument indispensable. Non seulement pour contextualiser, mais aussi pour alimenter une banque de situations, et aussi en termes de formation des acteurs. Quand 4 ou 5 enseignants se réunissent pendant une demi-journée pour construire une situation d'évaluation, c'est hautement formatif. Et alors, lorsqu'il y a plusieurs interprétations d'un critère, choisir celle qui rend le critère le plus indépendant possible des autres. Ça, c'est aussi une règle absolue. Alors, sur un plan un peu plus technique, comment vérifier si une situation d'évaluation et une grille de correction tiennent la route? Eh bien, c'est très simple. Il suffit de poser un certain nombre de questions. Existe-t-il une réponse de l'élève qui respecte C1 et C2 sans respecter C3? Existe-t-il une réponse de l'élève qui respecte C1 sans respecter C2 et C3? Etc., etc. Et pour les mathématiciens, vous aurez tout de suite compris qu'il y a, pour 3 questions, il y a 6 questions à se poser. Pour 3 critères, il y a 6 questions à se poser. Si la réponse est positive pour ces 6 questions, à ce moment-là, vous pouvez être certain que vos critères sont indépendants les uns des autres. Par contre, s'il y a un doute dans certaines questions, dans la réponse à certaines questions, c'est que les critères ne sont pas tout à fait indépendants les uns des autres. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. 2 critères ne sont jamais à 100% indépendants les uns des autres. Mais je considère quand même qu'il faut que les critères arrivent à 85, 90, 95% d'indépendance. Et on pourrait d'ailleurs, sur un plan expérimental, on pourrait d'ailleurs quantifier cette indépendance. Les critères font l'objet d'un contrat entre l'école et la société civile. Ça, c'est quelque chose à bien comprendre aussi. Les parents, les élèves, ils doivent toujours être transmis aux élèves. Les critères doivent toujours être transmis aux élèves. D'ailleurs, les enseignants exploitent les grilles de vérification et donc les élèves, à travers les grilles de vérification, ont accès aux critères. Par contre, les indicateurs ne doivent pas l'être, du moins avant la production, parce que ce seraient des indices trop évidents pour la production de l'élève. Les critères doivent être compris avant tout comme un langage qui permet de remédier aux difficultés des élèves. Les critères devraient être la première entrée pour la remédiation. Autrement dit, en termes de remédiation, on se pose la question,
est-ce que la majorité des élèves a maîtrisé le critère 1? Si la réponse est non, ben, on travaille sur le critère 1. Et de même pour les autres critères. Donc, c'est d'abord en termes de critères qu'il faudrait envisager la remédiation. En délibération, c'est un langage commun à l'ensemble des enseignants des différentes disciplines qui permet de décider la réussite d'un élève. Et ça, je dirais que ça vaut surtout au niveau du collège. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai insisté pour que les critères soient les mêmes dans toutes les disciplines, que ce soit en éducation islamique ou en physique, pour bénéficier d'un langage commun dans une délibération. Quand une compétence est-elle considérée comme maîtrisée? Je vais aller assez rapidement là-dessus parce que je crois que c'est quelque chose, j'ai entendu tout à l'heure que vous aviez déjà assez bien approfondi la note 204 au niveau de la REF, et donc je vais aller assez rapidement là-dessus, mais je vais quand même reprendre quelques principes. Donc le principe qui prévaut est le suivant: un élève est considéré comme compétent lorsqu'il obtient au moins 2/3 à chaque critère minimal. Toutefois, si pour un des critères minimaux, l'élève est à 1 point du seuil des 2/3, il est considéré comme compétent. Ça vaut quand la note est sur 10. Au collège, la note est sur 20, donc ce sera le même principe, mais ce sera légèrement différent. Donc, on considère que si l'élève est à 1 point du seuil des 2/3 pour un seul critère minimal, il est malgré tout considéré comme compétent. Lorsqu'on a 3 critères, qu'est-ce que ça donne? Un élève qui obtient 2 sur 3, 2 sur 3 et 1 sur 3 est considéré comme compétent. Comme compétent, avec un total de 5 points. En fait, c'est 2 sur 3, 2 sur 3, 1 sur 3, mais ça pourrait très bien être 2 sur 3, 1 sur 3 et 2 sur 3. C'est 1 pour n'importe quel critère. Il a droit au bonus et aux critères de perfectionnement. Je reviendrai à la notion de bonus tout à l'heure. Celui qui obtient 3 sur 3, 3 sur 3 et 0 sur 3 n'est pas compétent, malgré qu'il ait un nombre de points supérieur, c'est-à-dire malgré qu'il ait 6 points. Lorsqu'on a 2 critères, l'élève qui obtient 1 sur 3 et 4 sur 6, ou 2 sur 3 et 3 sur 6 sont compétents. Ils ont droit au bonus et aux critères de perfectionnement si ce dernier est maîtrisé. Puisqu'ils sont chaque fois, pour un critère, ils sont chaque fois à 1 point des 2/3. Par contre, un élève qui obtient 0 sur 3 et 4 sur 6, ni même 0 sur 3 et 6 sur 6 n'est pas compétent. De même, un élève qui obtiendrait 2 sur 3 et 2 sur 6, ni même 3 sur 3 et 2 sur 6, ne sont pas compétents. Dans l'appréciation d'un critère, il faut être attentif au fait qu'un indicateur ne fait qu'indiquer. Ça aussi, c'est quelque chose que je voudrais rappeler. Par exemple, et je discutais encore de ça hier avec des inspecteurs du collège qui font partie du groupe des concepteurs, c'est dire que ce sont des questions qui ne sont pas nécessairement claires pour tout le monde. Lorsqu'on a 2 indicateurs et qu'on doit attribuer 2 points, chaque indicateur n'a pas nécessairement une valeur de 1 point. Vous pouvez considérer, l'enseignant peut considérer qu'un indicateur est respecté, mais qu'il y a d'autres indicateurs dans la copie de l'élève qui ne figurent pas nécessairement dans la grille de correction, et l'enseignant peut malgré tout décider de lui attribuer les 2 points. Et ça, je dirais, c'est la part d'interprétation. Je discutais encore de ça hier avec des inspecteurs du collège qui font partie du groupe des concepteurs. C'est dire que ce sont des questions qui ne sont pas nécessairement claires pour tout le monde. Lorsqu'on a 2 indicateurs et qu'on doit attribuer 2 points, chaque indicateur n'a pas nécessairement une valeur de 1 point. Vous pouvez considérer, l'enseignant peut considérer qu'un indicateur est respecté, mais qu'il y a d'autres indicateurs dans la copie de l'élève qui ne figurent pas nécessairement dans la grille de correction,
et l'enseignant peut malgré tout décider de lui attribuer les 2 points. Et ça, je dirais, c'est la part d'interprétation, hein, c'est ce que les scientifiques appellent l'inférence. Et il peut y avoir, de mon point de vue, cette part d'inférence dans l'utilisation d'une grille de correction. Hein, c'est la lecture que l'enseignant fait d'une copie d'un élève. Cela dit, il est clair que quand on a 2 indicateurs et qu'il faut attribuer 2 points, il est clair qu'il est plus simple de dire un point pour un indicateur et un point pour l'autre indicateur. Mais ce n'est pas une règle absolue. Un enseignant pourrait interpréter les choses autrement. Le rôle du bonus maintenant, c'est quelque chose peut-être qui est un petit peu moins connu, et donc je vais m'y arrêter un petit moment, parce qu'on a ce bonus qui, très souvent, est considéré comme étant parachuté, et on se demande, mais d'où vient-il ce bonus? Le bonus joue une double fonction, il a une double raison d'être. Premièrement, il encourage les élèves à avoir des prestations équilibrées en termes de critères. Un élève qui obtient 2 sur 3, 2 sur 3 et 1 sur 3 pour les critères minimaux a droit au bonus, alors qu'un autre élève qui obtiendrait 2 sur 3, 3 sur 3 et 0 sur 3 n'y aurait pas droit. Pourtant, tous deux totalisent le même nombre de points. Et donc, il y a ce message qui est tout à fait clair, qui est envoyé par la pédagogie d'intégration. Il est hors de question qu'un élève en reste à 0 pour un critère minimal. C'est hors de question. Hein? Donc, de nouveau, c'est cette notion de privilégier des prestations équilibrées. Bien sûr, si au lieu de 2 sur 3, 2 sur 3 et 1 sur 3, on peut avoir 3 sur 3, 3 sur 3 et 2 sur 3, évidemment, c'est encore mieux. C'est équilibré, mais c'est encore mieux. Hein? Mais c'est cette notion de prestation équilibrée. Mais le bonus joue un deuxième rôle sur lequel je voudrais insister. Il permet de traduire à travers une note chiffrée le fait qu'un élève est compétent. Un total de 6 sur 10 pour un élève compétent est plus significatif dans une moyenne qu'un total de 5 sur 10. En fait, qu'est-ce que ça veut dire quand un élève a 5 sur 10? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est en balance, qu'il a autant dans la réussite que dans l'échec, qu'il est entre les deux. Il est en balance. D'ailleurs, c'est une expression qui est utilisée à l'université. On est en balance. Or, un élève qui est compétent n'est pas en balance. Il est compétent, donc il est dans la réussite. Or, 5 points ne traduisent pas le fait qu'il est dans la réussite. Et donc, c'est une deuxième raison d'être du bonus, c'est d'affirmer clairement, tu es compétent, et donc, cette compétence se traduit par une note de 6 sur 10, qui n'est pas la balance, et qui est une note très claire de réussite. Ceci a des incidences sur la moyenne de l'élève, mais aussi sur l'ensemble des résultats à l'échelle du système éducatif. C'est-à-dire qu'à l'échelle d'un système éducatif également, il faut traduire, il faut quelque part qu'on puisse traduire qu'on a des élèves compétents. Vous voyez? Ça, ce sont les deux fonctions que joue le bonus. Le bonus va être, comme dans tous les pays dans lesquels j'ai travaillé jusqu'à présent, le bonus est expérimenté pendant 1 an ou 2, et puis on voit, est-ce qu'on le maintient, est-ce qu'on ne le maintient pas, est-ce qu'on lui donne une autre forme. Il y en a qui, par exemple, qui proposent de dire on va attribuer le bonus seulement quand l'élève a 5 points sur 10. Dès qu'il est au-delà des 5 sur 10, le bonus n'a plus de raison d'être. Moi, je dis peut-être. Je suis ouvert. Je dis peut-être. Je dis, laissons au bonus le temps d'être expérimenté au Maroc.
voyons comment réagit la société civile par rapport à ce bonus, hein, et il sera bien temps, dans 1 an, dans 2 ans, de se poser la question, est-ce qu'on le maintient, est-ce qu'on le modifie? Tout ça, ça fait l'objet d'une expérimentation. Je n'ai pas du tout peur de ça. Tout comme la question de savoir, mais un élève qui obtient 3 points à chaque critère minimal, est-ce qu'il doit avoir 11 sur 10, etc. Moi, la réponse que je donne à cette question-là, c'est de dire, d'abord, vérifions combien d'élèves sont dans ce cas de figure, où ils ont 3 dans chaque critère et où ils réussissent le critère de perfectionnement. Si c'est si c'est 15 élèves sur 1000, ça vaut la peine de se poser la question, mais si c'est 1 ou 2 élèves pour 1000, pour moi, ça ne vaut vraiment pas la peine de perdre son temps et discuter de ce cas de figure. Et donc, on va voir aussi, pour le moment, tout le monde est à 10, on verra bien si ce cas se présente fréquemment, et à ce moment-là, on prendra peut-être une autre décision que la décision actuelle. Maintenant, quelques points de repère sur le fait d'élaborer des situations d'évaluation. Et je voudrais m'excuser auprès de mes collègues, c'est facile, c'est rare, de déflorer un petit peu des choses qu'ils vont voir avec les inspecteurs qui seront formés en évaluation. Mais je pense que rapidement aborder quelques questions avec tout le monde est utile. Est-ce qu'il faut choisir 1, 2 ou 3 situations? Eh bien, l'important est que chaque critère puisse être évalué à 3 reprises de façon indépendante. Une situation unique suffit généralement pour que chaque critère soit évalué à 3 reprises. Il suffit d'avoir soit 3 consignes indépendantes, soit 3 questions indépendantes qui aient un certain niveau de complexité. Dans certains cas, mais qui sont relativement rares, on peut recourir à 2 ou 3 situations pour permettre d'évaluer chaque critère à 3 reprises au moins. C'est le cas de l'oral. C'est difficile de se prononcer sur les critères de pertinence à l'oral lorsqu'on a une situation unique. Et donc c'est pour ça qu'on encourage à multiplier le nombre de situations, non seulement ça, mais à l'oral aussi, à le travailler à l'intérieur de tous les paniers, pendant l'ensemble de l'année. On peut aussi travailler sur des variantes d'une situation pour éviter le risque de contamination. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez bien. Est-ce qu'il faut travailler sur une consigne unique ou la détailler en plusieurs consignes? La question n'est pas évidente. La question n'est pas évidente. Et elle mérite d'être tout le temps reposée. Une consigne unique garantit que la tâche possède le niveau de complexité requis. On ne réduit pas cette complexité. Ça, c'est très important. On a une compétence qui se situe à un certain niveau de complexité. Il ne faut pas qu'une consigne réduise la complexité. Le problème, l'inconvénient, c'est qu'une consigne unique peut provoquer du tout ou rien et handicaper les élèves qui pourraient exécuter une partie de la tâche seulement. Les mathématiciens connaissent bien ça, notamment, les physiciens aussi. Quand on donne un problème aux élèves et qu'on pose une question, il y a les élèves qui ont le déclic, c'est ce qu'on appelle l'insight en anglais. C'est le déclic, c'est des élèves qui ont, oui, c'est ça, qui ont le flair, qui ont l'intuition, qui ont, et les autres, ils restent devant la feuille blanche pratiquement. Et donc ça, c'est vraiment un gros problème du point de vue de la pédagogie de l'intégration, puisque la pédagogie de l'intégration, elle affirme qu'il faut donner 3 occasions indépendantes de vérifier chaque critère. Et donc, on pourrait résoudre ça en donnant 3 situations de problème. Mais c'est beaucoup plus lourd de donner 3 situations de problème, c'est plus lourd en termes de papier aussi, en termes de production, etc., que d'avoir une situation unique et dans cette situation
d'avoir 3 consignes indépendantes. Et donc c'est la raison pour laquelle, en général, un ensemble de 3 questions ou 3 consignes multiplie les chances pour l'élève de pouvoir effectuer des productions indépendantes, c'est-à-dire des productions non liées à des réponses ou à des productions antérieures. C'est ça la notion de production indépendante. C'est qu'à chaque nouvelle question ou à chaque nouvelle consigne, les chances de l'élève redeviennent intactes. Maintenant, de nouveau, dans quelques situations, dans les cahiers de situation, ce n'est pas le cas, parce que c'est parfois excessivement difficile à réaliser. Mais c'est ce vers quoi il faut essayer de tendre, pour respecter cette notion de 3 occasions indépendantes par élève. Il faut toutefois que chaque question ou consigne garde toujours un niveau de complexité suffisant. Décomposer une question complexe en plusieurs questions revient à évaluer une somme de savoir-faire. Il faut également que chaque consigne permette d'apprécier chaque critère, pour pouvoir respecter la règle des 2 tiers. Or, vous avez des cas où vous avez des consignes, ce sont des cas rares, heureusement, mais vous avez des cas où certaines consignes ne permettent pas d'évaluer un des critères. Faut-il garder les mêmes types de consignes que dans les situations antérieures? Quand on produit de nouvelles situations, est-ce qu'on doit garder les mêmes types de consignes? Eh bien, ça dépend fortement du niveau et du type de compétences à développer. Par exemple, chez de jeunes enfants, première, deuxième primaire, introduire une nouvelle consigne est une chose compliquée. Et la plupart du temps, c'est même inutile. On peut en général reprendre la même consigne. Lorsqu'on va dire, par exemple, produis en te servant de tel et tel support et en utilisant certains des mots qui te sont donnés, produis une phrase dans telle situation de communication. Et voilà une consigne qui peut faire l'objet pratiquement de chaque situation d'intégration. Il en va de même en formation professionnelle, où la consigne sera souvent la même, puisque la tâche correspond à l'activité professionnelle visée. Quand vous voulez former un mécanicien à pouvoir diagnostiquer une panne sur un moteur, mais quelle que soit la situation que vous allez lui proposer, la consigne sera toujours diagnostique la panne sur ce moteur. On a toujours la même consigne. Mais le moteur est différent, le contexte est différent, la panne est différente, etc. Mais la consigne, en fait, la tâche est toujours la même, donc la consigne est toujours la même. Donc il n'y a pas de problème à garder la même consigne. Maintenant, dans certaines disciplines, l'histoire géo, ou l'éducation islamique, ou l'éducation physique, eh bien, on va être amené à changer la consigne. Pourquoi? Pour ne pas amener l'élève à prendre des habitudes, à restituer, etc. Donc le fait de changer la consigne va être un des paramètres de cette déstabilisation que l'on cherche à provoquer chez l'élève en lui présentant une situation nouvelle de la même famille. Ça va? L'important est que le contexte de la situation ainsi que la production attendue soit nouveau en tout ou en partie, comme je viens de le dire. Autre question. Est-il intéressant de travailler sur des documents connus, sur des supports connus? La réponse générale est non. Le fait de travailler à partir d'un support connu va inciter l'apprenant à la restitution ou induire chez lui l'idée qu'il pourrait se contenter de restituer les savoirs. Donc, si souvent on peut être correct, tout le monde est d'accord pour dire que l'idéal serait un élève qui respecte strictement une consigne, qui maîtrise la langue à la perfection, qui donne une bonne réponse finale ou qui effectue correctement un calcul. Là, on est tous d'accord. Mais vous savez tous comme moi que nous vivons dans un monde imparfait.
la perfection. Et donc, nous devons gérer cette imperfection. Et donc, il s'agit d'être réaliste. Peu d'élèves arrivent à ces attentes qui sont des attentes. J'avais un ami péruvien qui était responsable de l'UNICEF à Madagascar et qui, en consultant des manuels scolaires francophones, me faisait cette réflexion. Il me disait, ces manuels sont d'une exigence paranoïaque. C'est d'une exigence crasse. On a tendance à travailler avec le mythe de l'élève parfait et donc à concevoir tous les supports, tous les outils en fonction de cette petite frange d'élèves, ces 2 ou 3% d'élèves qui sont des élèves brillants, mais on n'a pas cette notion de construire des outils pour la grande majorité des élèves. Et donc il faut se poser la question, comment apprécier les prestations de cette énorme tranche d'élèves qui n'arrivent pas à cette perfection? La pédagogie de l'intégration apporte plusieurs réponses à cette question. Je dirais que la première réponse, et c'est peut-être la plus importante de toutes, c'est que la pédagogie de l'intégration valorise les élèves qui effectuent une production équilibrée à défaut d'être parfaite. C'est la notion d'équilibre dans un profil d'élève. Vous savez que des études ont montré que à haut potentiel, les élèves HP, les élèves sont encadrés dans le primaire, et donc on arrive dans le primaire à gérer les différentes composantes, qui sont les composantes à la fois intellectuelles et les composantes émotionnelles, etc. Mais très souvent, ces élèves qui sont considérés comme HP, une fois qu'ils arrivent dans le secondaire, rencontrent de grosses difficultés parce que leur spécificité n'est pas prise en compte au niveau du collège, au niveau du secondaire. Et donc, ça par équilibre, c'est-à-dire que la pédagogie d'intégration, on va essayer de ne pas valoriser des élèves qui ont développé un aspect de manière très importante, l'aspect intellectuel, ou l'aspect psychomoteur, ou l'aspect affectif. Mais la pédagogie de l'intégration va essayer de qui l'ensemble des composantes est équilibré. J'y reviendrai. Donc ce n'est pas la perfection que l'on cherche, on cherche l'équilibre. La pédagogie de l'intégration valorise également la manière dont un élève appréhende une situation complexe. C'est le critère de pertinence. Il y a quelques années, en Belgique, j'étais dans une classe de 6e année primaire, et une enseignante me déclare « Ah, monsieur Rougirs, vous allez voir, dans ma classe, mes élèves ils savent résoudre des problèmes mathématiques sans aucun problème. Mes élèves, ils peuvent résoudre une situation mathématique sans aucun problème. Il y a juste une petite chose, c'est que je dois leur donner l'opération à résoudre. Et si je leur donne l'opération à résoudre, ils savent résoudre le problème sans... » Et donc là, on est vraiment dans un paradoxe. Évidemment, ce n'est pas acceptable de considérer que le choix de l'opération à poser ne fasse pas partie de la résolution de problème. Elle valorise les élèves qui utilisent correctement les outils de la discipline, même si cette maîtrise n'est pas parfaite, c'est le critère 2. Et alors, elle valorise le bon sens, le lien avec la réalité, c'est le critère de cohérence. Donc, vous voyez, cette notion d'équilibre, elle se retrouve
dans le jeu entre les différents critères. En termes de dispositifs, elle valorise les mécanismes de vérification par l'élève lui-même. Par exemple, la grille de vérification. Dans certains cas, elle valorise l'originalité de la production. Vous savez que, en particulier, quand on parle de résolution de situations problèmes, en fait, ce n'est pas uniquement résolution de situations problèmes, c'est aussi production de tâches complexes, notamment en langue. Vous savez que la pédagogie d'intégration va encourager les élèves, dès le début de la scolarité, à effectuer des productions complexes, des productions langagières, des productions écrites. Dans certains pays, quand j'ai voulu introduire ça, on a levé les bras au ciel en disant « mais vous n'y pensez pas, vous voulez faire produire à des élèves de première primaire des phrases en arabe ou en français, vous n'y pensez pas, ils ne sont jamais capables de produire des phrases en première année primaire. » Je leur dis « mais allez-y, essayez, soyez un petit peu audacieux. » Et donc ils ont essayé et ils se sont rendus compte que quand on s'y prend correctement, un élève de première année primaire, au mois de décembre, peut déjà commencer à produire des petites phrases de 2 ou 3 mots. Il suffit d'avoir la préoccupation et il suffit d'avoir un petit dispositif méthodologique qui permette d'y arriver, et notamment le travail sur les situations d'intégration. Alors que dans un certain nombre de pays de plus en plus croissants, et c'est un constat qui ne cesse de se confirmer, vous avez des élèves qui arrivent en 6e année primaire sans pouvoir écrire correctement une phrase. Et on sait bien que si on s'y prend d'une certaine manière, si on est orienté vers la production de l'élève, on peut déjà faire produire des élèves de première année après quelques mois d'apprentissage. Et je ne vous parle pas nécessairement de pays industrialisés. Je vous parle aussi de certains pays en développement. En matière maintenant d'évaluation formative et d'évaluation certificative, la pédagogie de l'intégration tente de clarifier les rôles respectifs joués par l'évaluation formative d'une part et l'évaluation certificative d'autre part. Et il faut dire que la pédagogie de l'intégration pourtant la salle est grande, mais elle commence quand même à se saturer progressivement. Et donc, ce que je disais, c'est que la pédagogie de l'intégration remet en cause partiellement, et je voudrais mesurer les mots que donc, remet en cause partiellement certains aspects du contrôle continu. C'est-à-dire que la pédagogie de l'intégration affirme qu'il y a des moments pour l'évaluation formative qui ne doivent pas être mélangés avec la certification, et qu'il y a des moments pour la certification. Et donc, la pédagogie de l'intégration parle davantage de fonctions formatives et de fonctions certificatives, plutôt que de dispositifs formatifs ou certificatifs, ou plutôt que de moments formatifs ou certificatifs. Et donc, quand vous voyez une situation d'intégration au palier 1 ou au palier 2, elle a uniquement une fonction formative. Vous allez voir dans la note 204 qu'il n'est à aucun moment question d'utiliser une note que l'élève aurait pu obtenir dans une situation d'intégration au palier 1 ou au palier 2.
Le palier 3 et le palier 4, vous savez que ces situations jouent une fonction formative, mais qui, dans certains cas précis et contractualisés avec l'élève, peut jouer une fonction certificative et toujours au bénéfice de l'élève. Quand vous avez les différents profils, vous avez le profil de réussite A1, vous avez le profil de réussite A2. Eh bien, le profil de réussite A2 prévoit que l'on prend en compte les notes de l'élève au palier 3 et au palier 4 uniquement s'il n'a pas montré sa maîtrise des compétences lors des épreuves de fin d'année. Et donc, c'est la preuve que les situations du palier 3 et du palier 4 jouent d'abord une fonction formative et elles sont utilisées au bénéfice de l'élève en termes de certification. Donc c'est vraiment un changement partiel dans la manière d'envisager le contrôle continu. On est toujours dans le contrôle continu, mais on est dans une autre forme de contrôle continu. Et donc, la pédagogie d'intégration refuse que tout fasse l'objet d'une certification à tout moment. Cette position affirme le rôle pédagogique de l'école plutôt qu'un rôle de contrôle qu'elle tend à jouer de plus en plus. C'est un constat un petit peu effarant que je suis amené à faire en circulant sur les différents continents, en côtoyant les systèmes éducatifs. Je suis effaré parfois de voir que l'école de plus en plus joue un rôle de contrôle et de moins en moins un rôle pédagogique d'aide aux apprentissages. Le message, dans une logique de mondialisation et que je qualifierais plutôt une logique de marchandisation, le message est beaucoup plus « apprends par toi-même, on va contrôler tes acquis », plutôt qu'une logique de dire « je me mets à côté de toi et je t'apprends comment les choses fonctionnent et je t'apprends les notions, je t'apprends les techniques, etc. » Et donc la fonction d'apprentissage, pour moi, est en régression aujourd'hui à l'école. Et donc c'est un facteur d'équité. Et vous savez que si vos responsables ont opté il y a 3 ans pour la pédagogie d'intégration, c'est notamment parce qu'ils ont voulu absolument que le système éducatif public devienne plus efficace, mais aussi plus équitable. Et vous savez que c'est un choix courageux. C'est un choix que ne font pas tous les pays. Dans certains pays, le discours est « mais oui, on travaille pour tous les élèves dans une optique d'équité, etc. » Mais quand vous voyez les mesures concrètes qui sont prises au niveau du ministère, eh bien, ça va dans le sens d'une libéralisation complète de l'éducation. Et pas seulement du système privé, mais du système public aussi. Il y a libéralisation progressive du système d'éducation publique dans de nombreux pays. Maintenant, on se rend compte des limites de ce type de libéralisation. Vous savez tout comme moi que cette course effrénée à la marchandisation, cette course effrénée à l'excellence est en train de montrer des limites, est en train de montrer des failles. On le voit dans les différents indicateurs, aussi bien les indicateurs économiques que les indicateurs sociologiques, etc. On voit que l'homme est en train d'aller trop loin dans cette course au profit, dans ce néolibéralisme. Je n'hésite pas à le dire aujourd'hui. Et je ne suis pas le seul scientifique à ne pas hésiter à me prononcer et à dénoncer les dérives d'un système qui est un système qui devient de plus en plus injuste, qui est un système qui est en train de piller les ressources de la planète.